qui m'intéresse en fait avec Butler, là pour les 20 minutes qui me sont imparties, c'est pas seulement en fait de questionner la question féminin-masculin, puisque c'est la question des rencontres de Sophie, mais c'est de voir comment précisément, ce que trouble le genre. Voilà, en fait, j'ai fait un jeu de mots. Non pas trouble dans le genre, mais ce que le genre trouble, autrement dit, comment la question du genre permet de interroger de manière beaucoup plus large que simplement la question du sexe, bien que ce soit une question fondamentale, beaucoup plus large que la question de l'identité féminine ou masculine, l'ensemble en fait de nos repères identitaires. En somme, lorsque Judith Butler écrit trouble dans le genre, elle jette un pavé dans la mare, reprendre une expression qui m'est chère, je suis très mare et canard. Elle jette elle secoue la question de l'identité, ce qui n'a pas manqué de créer des troubles, bien sûr, par ailleurs sociaux, politiques, etc. Donc, en fait, pour le dire plus clairement, ce qui est troublé par la question du genre, c'est bien sûr la question de l'identité. Entendu que posséder une identité, d'abord ça voudrait dire posséder une identité, déjà cette question-là est mise en question, enfin cette expression pour ainsi dire, parce que est-ce qu'on peut réellement posséder son identité? La réponse est bien sûr non. Et par ailleurs, l'idée même d'identité, ce serait l'idée d'une égalité à soi. Ce qui, pour Judith Butler, pose d'emblée un problème, puisque cela voudrait dire qu'on pourrait imaginer des individus complètement transparents à eux-mêmes et en fait ayant les uns par rapport aux autres et les uns vis-à-vis d'eux, comment on pourrait dire ça, chacun serait comme complètement transparent à lui-même et chacun aurait comme ça une identité dont elle dit qu'elle serait fort close. C'est ça son vocabulaire. Donc la question du genre, à partir de là, devient un modèle, un paradigme pour penser le trouble. Et d'ailleurs, c'est bien cela qui jette le trouble. Alors Butler, je le redis quand même, donc c'est une philosophe américaine, j'aurais peut-être pu commencer par là, née en 1956 à Cleveland, d'une famille juive modeste. Alors je dis juive et modeste parce que c'est important, c'est pas pour... Et par ailleurs, enseignante de rhétorique à l'université de Berkeley en Californie. Pour l'instant, elle peut toujours exercer. Vous avez compris à quoi je faisais allusion. Alors, fondamentalement, ce que Butler pose, c'est donc une tension, un trouble dans l'identité. Et en fait, elle le pose très vite dans l'introduction de son livre, donc toujours Trouble dans le genre, à partir de la compréhension de ce qui constitue l'individu comme fondamentalement en tension entre deux pôles. Ce qu'elle nomme d'une part la precariousness, alors je vais le dire avec un accent français, et la precariousness, c'est ce qui nous qualifie en tant que être métaphysique. On va dire que c'est le fait d'être dans une situation de précarité parce que nous sommes tout simplement mortels. Être mortel, c'est donc le fait d'être vivant. Être vivant et mortel pour un être humain, ça va impliquer ce qu'elle va appeler une vulnérabilité essentielle, qu'elle nomme le fait d'être des individus susceptibles d'être pleurés. Qu'est-ce qui fait qu'une vie humaine est humaine? C'est parce qu'elle est pleurable. Alors là, c'est un concept que je trouve très très beau chez Judith Butler. La pleurabilité renvoie en fait à l'unicité, à la singularité de chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qui fait qu'un individu, qu'est-ce qui fait qu'une vie compte? C'est qu'elle compte au futur antérieur. Autrement dit, on perdrait quelque chose si elle n'était plus là. Donc, être humain, c'est être pleurable. Bien entendu, cela peut être fait écho immédiatement chez vous avec les questions de toutes les vies comptent. Vous savez, notamment Black Lives Matter. Vous avez vu l'accent, hein? Les vies des Noirs comptent, ça veut dire en fait nous sommes humains. Ça nous ramène à cette precariousness. Et puis, alors, il y a une tension en chacun d'entre nous entre cette vulnérabilité essentielle donc qui fait de nous des humains, et puis aussi ce qu'elle appelle la precarity, donc autre pan,
tout aussi essentiel, qui fait que bien qu'étant humains, nous ne sommes pas des individus abstraits, nous sommes situés dans une époque, nous sommes situés dans une géographie, dans un corps, nous sommes féminins ou masculins, nous sommes blancs ou noirs, nous sommes homosexuels, hétérosexuels, etc., etc. Et donc on est inscrit aussi dans un groupe. Et precariousness et precarity sont des deux éléments en fait de notre précarité essentielle, mais ce sont deux choses qui nous sont données, deux éléments qui nous sont donnés au sens où il n'est pas possible pour aucun individu de choisir d'être en dehors de ces deux éléments, de ces deux conditions. C'est ce qui forme notre condition. J'espère que je suis claire. C'est d'une part une condition métaphysique qui est celle de tout être humain, et d'autre part une condition sociale, politique, contingente. Être né ici, maintenant, s'appeler ainsi ou comme ça, etc., etc. Et donc, tout l'enjeu pour Judith Butler, c'est penser ce rapport entre precariousness et precarity sous le concept de trouble. C'est-à-dire que l'idée de Butler, c'est que en fonction de ce qui nous est donné en termes de precarity, c'est-à-dire d'inscription sociale, politique, etc., nous avons un rapport au precariousness plus ou moins possible. D'où ces rappels alors plus ou moins récurrents ces derniers temps, d'individus qui vont dire mais moi aussi ma vie compte. Autrement dit, ma precarity ne doit pas écraser ma precariousness. Laissez-moi participer moi aussi à cette precariousness universelle. Voilà. Donc il y a donc quelque chose qu'il faut troubler dans notre identité. Il faut que j'arrête avec mon introduction. Et cela va se dire en trois. Alors je vais expliquer ce problème, ce trouble, cette tension en trois moments, trois très courts moments. Premièrement, cette tension, elle se dit entre le fait d'être nommé et de se nommer. C'est-à-dire comment est-ce qu'on joue avec notre precarity. C'est parce que nécessairement, on va d'abord exister, c'est être nommé, et puis peut-être parvenir à se nommer. La question notamment sera celle du coming out. Ensuite, deuxième point, rapide aussi évidemment, ce sera la question très fondamentale de l'analogie chez Butler, ou ensuite, c'est chez ses lecteurs, celle de l'universalisme minoritaire, c'est-à-dire comment parvenir à une forme d'universalité à partir d'une compréhension de notre minorité. Parce que nous aussi, on est minoritaire, même si on n'est pas noir. Et enfin, troisième élément très important, ce à quoi nous aboutirons, c'est l'idée de cohabitation. C'est-à-dire que cohabiter, c'est cohabiter d'abord avec les étrangers qui sont en nous. Et donc, l'idée que finalement, l'individu, le sujet, est lui-même sans cesse partagé, traversé par l'autre. Alors, premier point, nommer, être nommé. Alors là, je fais référence directement à un livre que Judith Butler a écrit en 2017, qui se nomme « Le pouvoir des mots », sous-titre « Discours de la haine et politique du performatif ». Alors, nommer, être nommé, là, Judith Butler, en fait, se réfère elle-même à un philosophe anglais que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Austin, et qui a mis dans le champ de la philosophie la notion de performatif. Performatif, c'est un certain usage du langage qui n'est pas descriptif, mais qui, en fait, nous amène à penser le mot comme ayant par lui-même un pouvoir de transformation du réel. Donc, un pouvoir d'assignation. Alors là, Butler fait référence au performatif dans le champ politique, c'est-à-dire comment, lorsque nous sommes nommés, nous sommes aussi assignés. Pour comprendre ce que Butler nous dit, on peut se référer, et elle-même s'y réfère, pour mieux que vous compreniez, c'est-à-dire je suis nommée, alors de manière plus ou moins neutre. Par exemple, elle se réfère elle-même à Hannah Arendt, qui raconte quand elle est toute enfant, quand elle a 4 ans, comment elle prend conscience de sa judéité. Elle n'en prend pas conscience parce que sa maman est juive ou son papa est juif, elle en prend conscience parce que dans la rue, sa maman est insultée. Voilà, on dit à sa maman sale juive. Et à ce moment-là, elle se dit, mais elle a 4 ans, et à ce moment-là, sa vie bascule. De la même façon, un peu plus tard, bien plus tard, en 2012, Didier Ribon, dans ses réflexions sur la question gay, explique que être gay,
Alors, il écrit ce livre, alors en 2012, c'est la réédition, excusez-moi, hein, donc c'est première édition 1999. À ce moment-là, il explique que être gay, c'est à un moment donné faire l'expérience de l'injure. Il dit au commencement est l'injure. Vous savez, en référence toujours au langage, hein, au commencement est le verbe, au commencement est l'injure. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que au commencement, quand on est donc comme lui, un homme homosexuel, eh bien occuper une place, c'est d'abord être dit et être dit de manière injurieuse. Donc ça veut dire que en fait, il n'y a pas de manière descriptive ici l'utilisation du langage. On ne dit pas simplement tu es ceci, tu es cela et je te décris. À partir du moment où on nomme, on assigne. Et donc, du coup, s'opère ensuite une bascule possible. On va parler Butler à propos du fait d'être nommé. C'est la possibilité peut-être de se nommer. Mais comment se nommer? Voilà. Comment se nommer alors que, en dehors de l'assignation qui nous est faite? C'est la question du coming out. J'y viens. C'est-à-dire que, alors là, je vais peut-être pas y rester trop longtemps, mais Butler, en fait, a fait un texte assez formidable autour, donc toujours dans ce livre, hein, Le pouvoir des mots, autour de la question de l'homosexualité dans l'armée américaine. Vous savez que jusqu'en 2011, en fait, jusqu'au 20 septembre 2011, on ne pouvait pas être officiellement gay et militaire. Et puis, le 20 septembre 2011, il y a une loi qui a abrogé aux États-Unis qui s'appelle Don't Ask. La loi s'appelait Don't Ask, Don't Tell. Donc, on voit bien que c'est un rapport avec le langage quand même, hein, où en fait, il s'agissait d'obliger les militaires homosexuels à taire leur homosexualité. Et partout, alors elle pose ce paradoxe, c'est que partout, par contre, dans tous les textes de l'armée, du coup, hein, il était noté gay ici, gay là, il y avait des comportements décrits, etc. Donc c'est comme si le langage était du côté du pouvoir. Hein. Le performatif, c'est ça. C'est-à-dire, là, il y a une institution qui peut vous nommer, mais vous devez vous taire. Et donc là-dessus, bien sûr, elle fait toute une réflexion sur la force du coming out. Le coming out, c'est pas simplement dire je suis gay, parce qu'en fait, on s'en fout quelque part, je veux dire. Enfin, clairement, c'est pas très intéressant. Si c'est intéressant, c'est parce qu'il y a un rapport extrêmement subversif. C'est-à-dire, à partir du moment où je dis ça, j'utilise les mots de l'institution pour me désigner moi-même. Sauf que patatras, potentiellement, faisant cela, je peux aussi moi-même m'enfermer. Hein, et donc, finalement, là, il n'y a plus du tout de trouble. Je peux m'enfermer dans une communauté et finalement refuser moi aussi la brisure essentielle entre la precarity et le precariousness. Vous me suivez? Du coup, d'où cette idée d'universalisme minoritaire, c'est-à-dire l'idée que la question que pose Butler, c'est comment, à partir de la compréhension, le vécu, la douleur, parce que ça vient quand même du rejet, donc de cette minorité, je peux construire un rapport à l'autre qui soit de l'ordre de l'universel et pas simplement recroquevillé dans ma communauté. Alors là, il y a un autre penseur qui s'appelle Bruno Perrault, qui est français mais qui travaille au MIT aux États-Unis, qui a écrit un livre qui est très intéressant qui s'appelle Sphère d'injustice pour un universalisme minoritaire, qui a été publié en 2023, que je vous invite à lire, c'est vraiment tout à fait passionnant, et qui explique à partir de Butler comment, en fait, finalement, reprenant une philosophe que j'adore qui s'appelle Simone Weil, hein, il pointe l'idée que le point capital pour arriver à l'autre, c'est l'humiliation. C'est l'expérience de l'humiliation. Et il part du principe que cette expérience, on la vit tous, que l'on soit, qui que nous soyons, il faut rechercher en nous une expérience minoritaire. Et que c'est à partir de cette expérience minoritaire que potentiellement nous pouvons construire un rapport à l'autre qui soit de l'ordre de l'universel, mais pas un universel abstrait, qui serait, voilà, il y a un individu, soi-disant non genré, mais en général tout à fait genré, vous voyez ce que je veux dire, et qui impose, je veux dire un homme, qui impose en fait un point de vue, qui, à partir duquel, finalement, auquel personne ne correspond, en fait, et qui rend impossible l'empathie. Alors, quand il dit ça, Perrault, alors lui-même est homosexuel, mais c'est pas du tout, c'est une question quand même, n'importe quoi, parce qu'il travaille sur le genre. Mais c'est une question qui est plutôt de l'ordre, qui est plutôt intellectuelle, abstraite. Et puis il y a un attentat terrible à Orlando en 2016 dans un bar gay. C'est pas du tout son milieu. C'est un très grand intellectuel. Lui, il est plutôt, tout à fait,
il n'est pas interpellé par cette question. Puis il y a son chef, son directeur, son chef, qui vient le voir, il lui demande ça va Bruno, puis lui il se demande pourquoi on lui demande si ça va. Et il se rend compte qu'en fait il est ramené à sa communauté. Et en réalité, en effet, il se sent ébranlé. Il se dit mais pourquoi est-ce que moi je suis ébranlé alors que je ne vis pas à Orlando, alors que ces gens-là je les connais pas, alors que parce qu'ils sont gays comme moi. De la même façon, il analyse ce qui s'est passé dans la communauté noire après, vous savez, l'assassinat de George Floyd en 2020. Il y a un truc qui est très fort, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas se sentir concerné. Et la question, c'est comment je fais pour me sentir concerné alors que j'appartiens pas à cette communauté, mais comment je fais pour ressentir cette même empathie. Alors il a cette notion qui reprend un Butler, qui est celle d'analogie, c'est-à-dire comment je peux lire en moi quelque chose en moi qui serait pas la même chose, c'est pas une comparaison, une analogie, mais je me mets à la place de l'autre à partir de ce que moi je peux ressentir dans ma propre condition minoritaire. Et donc à ce moment-là, j'arrive à ce que c'est que l'humanité. Et donc j'arrive à cette histoire de cohabitation, car oui, j'y arrive. C'est-à-dire que finalement, l'idée fondamentale chez Butler, c'est aussi cette idée de cohabitation. Alors elle a écrit un livre qui s'appelle De la cohabitation, publié en 2013, sur précisément la notion de... alors c'est autour du conflit israélo-palestinien. Donc vous allez me dire, bon, c'est un petit peu indirect, mais non, ça a un rapport. Parce que l'idée, en fait, c'est toujours la même, c'est-à-dire que rechercher, non pas à construire un rapport, une relation entre deux communautés fermées, mais rechercher, par exemple, l'arabe dans le juif dans l'arabe. Donc, elle reprend des textes qui sont ceux d'Édouard Saïd, ceux de Benjamin, où les deux montrent, par exemple, que Moïse, il est tout à fait à la fois arabe et juif. Et que donc, on peut penser une cohabitation si on essaye de déconstruire, etc., etc. Et en fait, c'est à chaque fois l'idée, c'est toujours un plaidoyer pour une singularité qui soit ouverte. C'est-à-dire, je suis un individu singulier, j'ai des souffrances qui me sont propres, mais je dois rester ouvert à l'autre. À l'autre, mais en l'occurrence, si je fais bien attention, qui est en moi. Et donc, c'est-à-dire que l'idée du trouble chez Butler, et c'est pour ça qu'à mon avis, elle est vraiment très, très, très importante, c'est l'idée que c'est partir du principe qu'on est tous empêtrés, en quelque sorte, que ça n'existe pas un sujet abstrait, empêtré dans une condition, dans du féminin, du masculin, du noir, du blanc, etc., et que, finalement, se rencontrer, c'est faire montre d'empathie. Alors, l'empathie, ça peut sembler être un concept un peu, un peu léger, un peu facile, mais pas du tout, c'est extrêmement difficile, l'empathie, en fait. Ce qui est le plus facile, en général, c'est de se fermer à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle Judith Butler trouble, pour finir. Et que parce que son point de vue, il sert surtout à démasquer les tyrans, si vous me suivez bien. Et évidemment, ça ne manque pas de jeter le trouble, n'est-ce pas? Alors, je n'ai pas parlé de Donald Trump, vous arrivez, hein? Rien, j'ai rien dit. Voilà.